Je vous parlerai franchement, en fait, en préparant cette interview, je me suis dit je vais éviter de faire le Xème interview de Pierre Ninet. C'est pour ça que je suis venu vous voir. J'ai dit tout de suite je veux faire l'interview, on en avait fait une à Cannes et j'ai dit je reveux avec le même intervieweur parce que c'était super intéressant, même en peu de temps à Cannes on avait parlé plus profondément. On s'était vu à Cannes pour Monte Cristo, on avait parlé, je crois que c'était 10 minutes, un quart d'heure. Vous êtes présent pas mal sur les réseaux sociaux et donc ça crée peut-être une proximité et tout ça, mais je me pose la question, est-ce que c'est bien? Est-ce que finalement vous n'êtes pas trop proche du public qui ne vous découvre pas au cinéma, vous voit en fait tous les jours sur son téléphone portable? Être trop exposé, c'est une problématique. Être pas assez exposé, ça peut être aussi une problématique aujourd'hui où il y a beaucoup de films, beaucoup de propositions sur les plateformes, voilà. Mon plaisir naturel m'emmène à communiquer avec ma communauté parce que j'aime bien ce rapport direct sans... Désolé, mais journaliste entre nous et entre moi et eux. Là, on va aller un peu plus loin. On va effectivement aller plus loin, quitte à être parfois un peu technique. Vous allez voir, cette longue conversation que j'ai eue avec Pierre Ninet sort pas mal de ses interviews habituelles. Ensuite, on va enlever l'optique comme sur un appareil photo. On va mettre une autre optique et une plus grosse loupe. Là, ça devient technique. On y va. En fait, j'ai voulu discuter avec lui en profondeur de la façon dont il conçoit son métier d'acteur, comment il prépare ses rôles, notamment celui de son nouveau film Gourou, dans lequel il interprète un coach. Are you fucking ready? On va aller un peu plus loin. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, est-ce qu'on peut parler des films de Pierre Ninet, sachant que vous avez réalisé des courts-métrages, on va y venir. Mais je veux parler de l'acteur. C'est-à-dire que moi, quand je vois des films de Belmondo, je dis, il y a les films de Belmondo qui les a pas réalisés, mais pourtant, les gens disent, c'est les films de Belmondo. Et ce que je trouve étonnant avec vous, c'est que vous faites des films très différents. Et en même temps, j'ai l'impression que les gens se déplacent sur votre nom parce que c'est un film de Pierre Ninet. Et d'ailleurs, pour appuyer ça, j'ai regardé votre film sur Allociné. C'est assez rare, mais l'essentiel de vos films, en fait, la moyenne des critiques spectateurs est supérieure aux critiques presse. Et ça veut dire beaucoup. En fait, les gens se déplacent pour votre nom. Donc, je parle beaucoup, je vais essayer de faire ça plus court, mais est-ce que pour vous, l'expression « les films de Pierre Ninet », ça veut dire quelque chose ? Bah déjà, j'aime pas parce que j'ai l'impression d'effacer des réalisateurs qui ont donné 4 ans de leur vie et moi je suis arrivé genre bon alors faut faire quoi, vas-y je me mets où. Donc déjà non, j'aime pas l'idée les films de Pierre Ninet. Maintenant, vous me prenez par les sentiments, vous me dites ça me fait penser les films de Belmondo. Je vais pas vous dire qu'il n'y a pas un petit orgueil chez moi, un petit ego, un petit hubris qui dit les films de Pierre Ninet. Donc j'aime pas l'idée que ça efface d'autres gens qui ont vraiment imaginé le film, inventé le truc, fait toute la DA. Alors, en réalisateur, c'est le job. Réussir un film, c'est une anomalie statistique. Ça doit pas arriver déjà de réussir un film. Il y a tout contre toi. Il faut maîtriser tellement d'art, tellement de diplomatie. Ça va reparler aux acteurs, ça va reparler aux chefs décorateurs, les bonnes couleurs, les trucs. Après, tu pars en montage. Pour peu que tu aies un monteur avec qui tu t'entends pas, ça va pas, machin. Il y a tout pour que ça foire un film. Donc, dire ensuite c'est le film de Pierre Ninet, ça me plaît pas. Maintenant, me dire que les gens sont fidélisés parce qu'ils ont aimé des films à moi, bah, ça me remplit de joie, c'est ce que j'essaie de faire. Mais est-ce qu'il y a une volonté ? Est-ce que vous voulez créer une œuvre ? Bah, comme tout artiste, créer une œuvre... Mais en tant qu'acteur, je parle. Bah oui, j'espère... Alors, moi, je suis pas du tout dans l'illusion de me dire je vais laisser un truc... Les acteurs dont on va se rappeler, on peut les compter sur les doigts d'une main. Ça commence à Molière, et je sais pas à qui ça va finir, mais le dernier en date, je sais pas... Qu'est-ce que je vais te dire, Paul Newman, je sais pas, il y a dû en avoir derrière, mais c'est peu de gens, en fait. Et on est bien peu de choses, et personne ne se rappellera de moi d'ici 50 ans, et ça n'est pas grave. C'est pas sûr, hein. À moins d'un énorme bad buzz, vraiment. Non, mais... Et c'est pas grave, moi, ça, j'ai aucune envie, le côté, je veux laisser une trace dans l'histoire, pas du tout. Vraiment ? Non, pas du tout. Alors, je me le cache bien, mais... Quand on est acteur, on a quand même envie de vivre quand on est mort. Non, oui, alors déjà, on veut parler aux fantômes depuis le début. Quand on commence à faire du théâtre, c'est qu'on a envie de parler aux morts. Il y a un côté... assez spirituel là-dedans. Mais moi, j'aime bien, ça m'a toujours fait un peu peur, j'aime bien. Mais parler à ceux d'après... Okay. J'ai pas ce truc de... Même un peu, je trouve ça boulard, quoi, de se dire on va se rappeler de moi et il faudrait que je laisse une trace et tout. Tu n'as rien laissé du tout et c'est pas grave. En fait, déjà, si t'as passé un bon moment, que t'as diverti des gens pas trop bêtement, c'est-à-dire avec un mini enjeu, nouveauté, message, essayer de renouveler un genre, bon... ça sera déjà vraiment très bien. Donc, non, j'ai pas cette prétention-là du tout de laisser un nom. Mais par contre, à chaque fois que je fais un film, je me dis, si je fais ce film et que j'accepte, j'essaie d'en faire pas trop, j'essaie d'en faire 1 ou 2 par an. Si j'accepte, pourquoi les gens doivent aller au cinéma, payer entre 8 et 15 euros, prendre une babysitter pour ceux qui ont des enfants, pourquoi je les fais bouger ? Ça, parfois, je me pose la question.
Alors, par ailleurs, quand Michel Gondry me propose de faire le livre des solutions, je ne sais pas combien de gens ça va mobiliser. C'est une histoire assez farfelue dans la maison de sa tante où on allait vraiment tourner dans le fin fond des Cévennes. On improvisait un jour sur deux. Ouais. Mais ça me plaisait, parce que je me disais, il va sortir de ça quelque chose au moins de pas commun, et surtout de la tête de Michel Gondry. J'ai vu qu'il y avait des phrases, il vous disait celle-là, crie là, et puis la même phrase, il disait maintenant chuchote là, et puis on verra. Ouais. C'est vrai ça? Il me disait va, là je sais pas, c'est pas exactement ça que je veux, va faire le tour de la maison en courant et chante Another One Bites the Dust de Queen, et quand tu reviens on refait. Mais la réplique n'avait rien à voir, hein. C'était pas du truc où vous devez chanter ou être excité ou essoufflé. Donc je le faisais, j'adorais. Moi j'étais genre en mode voilà, c'est pour ça que je fais du cinéma. Pas pour qu'on me dise n'importe quoi, mais pour qu'un jour Michel Gondry peut-être me dise fais un tour de la maison en chantant le Queen. Et je revenais, on le faisait, et des fois c'était bien, des fois c'était pas bien. Mais on tentait des trucs. Est-ce que quand il vous disait ça, est-ce que ça faisait sens? Ça faisait sens parce qu'on le faisait ensemble, et que parce qu'à ce moment-là, cet enfant génial qui est Michel Gondry s'était dit ça va aider. Et même si ça aidait pas vraiment, ça a aidé parce qu'on l'avait fait. Je sais pas comment dire. On l'a fait, ça a peut-être rien changé, mais lui, il s'est dit, ok, on l'a fait ce truc-là. Et peut-être pour lui, ça lui clarifiait les idées ensuite, pour mieux voir la suite. Je ne sais pas sur quel domino ensuite ça fait tomber, mais je sais que c'était passionnant, et je retravaillerai jamais comme ça avec quelqu'un d'autre. Et j'aimerais refaire un film avec Michel, rien que pour ça. Mais c'est tout ça pour dire que je pense aux gens qui vont aller en salle, mais pas toujours pour les mêmes raisons. Des fois, je me dis, il y aura moins de gens, parce que c'est un film plus intime ou plus niche. Mais au moins, si ces gens-là font le déplacement, quand même, il faut leur proposer un truc, une forme de nouveauté, ou les surprendre ou quelque chose. Alors, toujours dans ma réflexion, les films de Pierre Ninet, il se trouve qu'il y en a quand même qui existent. Il y a notamment ce court-métrage qui s'appelle Pour le rôle, qui est visible sur YouTube, et donc que j'ai vu. Ça, c'est niche aussi. 13 minutes, coécrit avec Igor Gottesman, votre ami. Alors, le film date de 2013, donc on parle d'un film qui date d'il y a 12 ans. Ce qui est marrant, il y a plein de trucs marrants, et je vais vous dire, c'est un très bon court-métrage déjà. Merci beaucoup, c'est vrai. Ouais. Encore une fois, c'est vrai pour l'interrogation. C'est vrai. C'est vrai parce que j'ai jamais personne. Mais je vais même vous dire un truc. Ce qui est marrant dans ce film, il y a plein de trucs, mais notamment il y a Noémie Merlan, mais on est en 2013. C'est donc Noémie Merlan en 2013, donc elle est inconnue, elle n'a rien tourné, quasi. Elle a tourné 2 choses, mais pas du tout connue. Non, je vous ai dit non. Non. Je vais être obligée de me respecter pour la 3e fois, Madame Krostek. Je vous ai dit que tout vous serait donné sur place. Oui, voilà. Non, vous touchez à rien. Je vous envoie tout par mail. Je vous ai dit de ne rien toucher. Pas du tout. Je ne suis pas autoritaire, Madame Krostek. C'est vous qui êtes de mauvaise foi. Madame Krostek. Oui, voilà, vous me rappelez. Très, très bien, parfait. On fait comme ça. Donc tu es. Tu es? Ah, pardon, j'avais pas vu que vous avez fini votre... François. Il y a François Civil. C'est donc avant Five, hein, on est sur un truc... On est tous débutants. Moi, j'avais tourné quelques films, mais on était tous... Et puis ça parle de cinéma. C'est le fiasco casting avant l'heure. C'est-à-dire c'est un film, un court-métrage qui parle de cinéma. Alors, maintenant, j'aimerais que tu te libères complètement et que tu me fasses un truc fou. Ta carte blanche ne te met aucune limite. Quand tu... C'est à toi. Je peux faire... Ouais. Vas-y. Ouais. Pardon, je vais m'en prendre. Je suis parti un peu vite. Pourquoi? Pourquoi c'est moi qui viens de chercher? Et qu'est-ce que c'est ce téléphone? Qu'est-ce que c'est? Un point crayon? Allez. Très bien. Tu vois, je sais pas, hein. C'est honnête. On peut faire... Non. Ça va. Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu dans quel état d'esprit, c'était il y a 12 ans, peut-être que vous ne vous rappelez plus, mais... Si, je me rappelle très bien. C'était la première fois que je passais derrière une caméra, que d'un coup j'avais peu de moyens, mais que j'avais la possibilité de raconter un truc. Et c'était encadré par un truc qui s'appelle Talent Canadami, donc c'est organisé tous les ans, je crois que ça a encore lieu. Ouais. Et en fait, c'est pour mettre en avant des jeunes acteurs, puis les emmener à Cannes avec des courts-métrages pour les présenter à la profession. Et donc moi, j'avais recruté de manière un peu snaky mon ami François Civil, parce qu'il était dans ce listing. Comment vous l'avez rencontré, François Civil? Moi, je le connaissais déjà par Igor Gottesman, qui avait fait le court-métrage de Five à l'époque. D'accord. Il avait fait le court-métrage de Five avec François. Et un jour, Igor me dit, il faut que tu rencontres un gars, je pense que vous allez bien vous entendre. Et ça a été un coup de foudre amical extraordinaire. On a rigolé toute la nuit, on fait une nuit blanche à que ricaner.
Et ensuite, François m'a dit je fais des talents Cannes. Et moi, je dis ah bah moi, ils m'ont demandé d'être réalisateur. Donc je l'engage. Et ensuite, je dis il faudrait qu'on trouve maintenant, il faut que je trouve une comédienne pour l'autre rôle qui est plus petit. Et je flash sur Noémie Merlan que je trouve incroyable. Et Elle faisait quoi à l'époque? ben non, mais pas grand-chose. Elle était dans les talents Cannes, je sais pas. Je pense qu'effectivement, elle avait un ou deux films à son actif, mais elle commençait, quoi. Elle débutait. Puis elle était hyper talentueuse. Ça se voit dans le cours. Hein. Ouais, bah, elle a peu de choses, mais déjà j'étais bluffé. Elle comprend tout. Puis les acteurs dans l'espace, c'est comme des félins, c'est comme des chats. Tu captes très vite ceux qui captent. Ah ouais? Ah ouais, comment ça ils c'est se intéressant. déplacent et tout. Comment vous faites pour reconnaître quand un acteur est doué? Ça se ressent comment? Bah, il y a des univers différents, hein, mais je trouve que souvent il y a quand même un truc, je sais pas comment dire, il y a une élégance, mais ça peut être très très maladroit comme élégance, hein, comme du Pierre Richard, quoi. Mais généralement, je trouve qu'il y a une élégance d'une manière ou d'une autre avec la manière de se mouvoir, de bouger. Là, je tournais avec Vincent Cassel dans le Asghar Farhadi. Il y a éminemment un truc comme ça, quoi. Il y a un truc, je sais pas comment le décrire, à part avec ce geste de main apparemment que j'arrête pas de faire. Mais je sais pas comment le décrire, mais il y a une élégance du mouvement, quoi. Et j'ai toujours été sensible à ça chez les acteurs. Et Noémie et François ont ça. Dans le Farhadi, il y a Vincent Cassel, il y a Catherine Deneuve, il y a Virginie Efira, il y a Isabelle Huppert aussi, je crois. Oui. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup là, non? Il y a vous. Et c'est des écoles d'acteurs différents, j'imagine, différentes. Comment ça se passe quand on vient de styles d'acting aussi différents? Ça se reconnaît tout de suite? Il y a un truc qui... C'est une bonne question, parce qu'effectivement, par exemple, Virginie et moi, on s'adore, on a fait 20 ans d'écart ensemble avec Virginie Efira. Vraiment, je l'adore et je trouve que c'est une des actrices les plus talentueuses qu'on ait. Enfin, qu'on n'a pas, parce qu'elle est belge, mais bon, qu'on a à moitié. Et on travaille pas du tout pareil. Ah ouais? Ouais. Sur plein de petits trucs. Comme quoi? Mais, je sais pas, c'est dur de mettre le doigt dessus, mais on n'a pas le même background déjà, et donc on aborde les scènes de manière différente. Ça peut varier, mais en fait j'ai réalisé pendant le film de Asghar, je me suis dit on travaille pas pareil, mais par ailleurs du coup c'était super intéressant et c'était quand même passionnant, et en fait au moment du action on se retrouve au moment de jouer. C'est juste plutôt le autour en fait. Ouais. Mais je saurais pas beaucoup mieux le décrire que ça, mais c'était intéressant. Et puis comme c'était très exigeant, le travail d'Asghar, forcément ça nous mettait à l'épreuve. Grand réalisateur iranien, passionnant, il travaille comme un peintre, du détail, du micro-détail, de la psychologie très fouillée, des intentions toujours doubles ou triples en même temps à jouer, très ambigu. C'était un process complètement différent de tout ce que j'avais fait. Et du coup j'ai adoré parce que il est génial, mais aussi j'ai adoré parce que c'était nouveau pour moi. Donc moi j'ai pas de recette que j'applique, quoi, à chaque fois. Farhadi, quand vous dites il a 2-3 niveaux de lecture, concrètement, ça se manifeste comment il vous dit ce personnage, ça veut dire quoi en fait? En fait, il travaille beaucoup sur l'ambiguïté, en tout cas dans ce script-là, et quand même souvent dans ses films, il travaille sur l'ambiguïté. Un je t'aime, une main sur l'épaule, veut pas que dire je te soutiens ou je t'aime. Donc si je pose la main sur l'épaule de quelqu'un, généralement c'est je t'aime, mais ça peut aussi être je t'aime ou je te soutiens, mais ça peut aussi être déconne pas. Ça peut aussi être je me rassure moi que tu me vois bien, que je suis là et donne-moi ta lumière, donne-moi ton regard, donne-moi ton attention. Donc ça va toujours être, là c'est un exemple comme ça qui n'est pas du tout dans le film, hein, mais ça va toujours être teinté de plusieurs choses. Et ça m'a rappelé mes années de théâtre parce que la psychologie assez fouillée avec plusieurs intentions, c'est des choses, j'ai l'impression que j'avais plus travaillé au théâtre, au Conservatoire national d'art dramatique, mais aussi après sur scène à la Comédie Française, où on allait chercher des contradictions, que ce soit mais même chez Molière, j'allais dire chez Tchekhov, chez Brecht, en fait, des grands auteurs, ce qui est intéressant, c'est la richesse de ça. Tchekhov, tu peux jouer 9 intentions en même temps, presque. Et en fait, cette nuance-là, elle détermine notre humanité. Vous avez fait d'autres cours. Alors, il y a La Nuit 2, d'ailleurs. La Nuit 2, c'est marrant, parce que c'était dans la collection de courts-métrages de Saint-Laurent, mais oui. Musique originale, François Civil. François Civil, ouais. C'est quand même... il fait de la musique, en plus. Alors, en fait, François, il est très, très doué en musique. Ah ouais? Extrêmement doué. Et il a une très belle voix. Et il n'y a que là que vous l'entendrez chanter, parce que je lui ai tordu la main. J'ai dit, gars, qui va me faire ma musique si c'est pas toi? Parce que moi, je connais cet talent de musicien qu'il cache un peu. Il a joué du piano là récemment dans un film, mais non, il est très doué. Il est très doué, il joue très bien de la basse, il joue pas mal du piano, et il joue bien de la guitare, et il chante, il a une super voix. Et du coup... C'est vrai tout ça? Ouais, je rigole pas du tout. Ouais. Okay. Depuis qu'on se connaît, c'est mon mentor en musique, parce que moi je joue un peu de guitare, mais il est beaucoup plus fort que moi.
on avait installé un studio de musique dans ma grange. Ouais. Et ça a duré 2 semaines. Et puis après, on a tout redémonté parce qu'on n'était pas du tout assidus, on venait jamais et tout. Mais non, carrément, non. Non, j'ai vu musique originale, François Civil, je me suis dit ça. C'est lui qui chante. Si vous regardez, vous tapez La Nuit 2, c'est un petit court-métrage Il est sur YouTube. en noir et blanc, voilà, sur YouTube. Ouais. 2 Et minutes. la musique, ça chante, c'est François en fait. Ah, je savais pas reconnu. Et c'est un peu à la Bon Iver, c'est ce que je lui avais commandé. Ouais, parce qu'il très sait bon. que j'adore Bon Iver. Très bon. Et j'aime bien la folk, et voilà. Et du coup, il m'avait fait ce truc-là. Cette nuit qui fait qu'une belle histoire peut voir le jour. Moi, je le pousse toujours à faire de la zik. À chaque fois, j'ai dit, il faut qu'on sorte un truc. Et là, j'ai un projet, donc je le titille toujours. Et là, j'ai un projet où j'aimerais bien qu'on puisse... que ça nous permette de faire plus de musique et ensemble. Avec 90 Prod, votre boîte de prod qui... Ouais, 90 Film, ouais. 90 Film, pardon. Non, ouais. Mais non, je me suis dit, dans le court-métrage en 2013, pourquoi depuis 10 ans, vous n'avez pas réalisé, alors sans doute parce que vous êtes très pris comme acteur, j'imagine. Je suis persuadé qu'un jour, vous ferez un film. Est-ce que j'ai tort de penser ça? Non, Réalisateur, cauchemar. Réalisateur, panique, réalisateur, contrôler tout, et en même temps laisser les gens te proposer des choses artistiquement, mais il faut que ça te ressemble quand même. Franchement, réalisateur, j'essaie parfois de me dire c'est quoi le job artistique le plus dur au monde. Genre réal, ça doit pas être loin, surtout quand t'écris tes propres films, donc auteur-réal. Parce qu'en fait, peintre, bon bah t'es chez toi, t'es un peu tranquille. Tu peux te couper une oreille et tout, il peut t'arriver des doses en cours de route, mais néanmoins t'es quand même chez toi avec ta peinture, puis après tu la proposes. C'est surtout, moi, le temps, c'est-à-dire que par ailleurs, on investit 3-4 ans de sa vie, quoi. Ouais, possiblement pour un film 3-4 et puis parfois plus, mais en moyenne, je dirais que c'est 3, ouais. Mais donc j'adorerais y venir, et peut-être j'y viendrai, mais plus je le fais, plus je me dis, putain, c'est costaud, quoi. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Vous êtes dans Gourou, 3e collaboration avec Yann Gosselin, après Un homme idéal, après Boîte noire. C'est la 3e fois que vous jouez Mathieu Vasseur, parce qu'à chaque fois, le personnage s'appelle pareil. Générique de fin sur une idée de Pierre Ninet. Donc c'est vous qui êtes à l'origine de ce film. Oui, l'idée originale. Donc moi, j'ai pas écrit le film, je suis pas auteur des dialogues, j'ai pas imaginé en fait toute l'architecture du truc, donc j'ai fait un peu le côté facile. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ce sujet, et notamment au cinéma, des orateurs avec ce pouvoir de parole qui est un pouvoir quasi magique, qui est un pouvoir qui peut être aussi bienfaisant qu'une parole qui empoisonne vraiment et qui devient toxique auprès des gens individuellement, mais aussi de manière collective, l'hystérisation des foules et tout ça. Et ce truc-là, je me disais, il y a un truc éminemment cinématographique, depuis que j'avais vu Paul Dano dans There Will Be Blood, ou même DiCaprio sur le prisme du capitalisme, la manière dont il hystérise ses employés. Tout ça, c'est des personnages où ça a nourri mon imaginaire. Ça faisait longtemps que je me disais, il y a vraiment un truc à faire sur le développement personnel, là en l'occurrence, les coachs de vie, les gens qui prodiguent des conseils sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça induit et en quoi ça peut être dangereux. Donc voilà, j'ai amené cette idée à Yann, et après lui, il a écrit tout un film et tout un univers. Alors, je vais être franc avec vous, c'est que moi, pour préparer cette interview, je l'ai appelé Yann Gosselin, parce que je l'ai déjà fait en interview à Cannes, donc du coup, j'ai discuté avec lui. Il m'a raconté que l'une des choses qui était importante pour vous dans le rôle, c'est le corps. Comment on travaille sur le corps du personnage. Peut-être que je me trompe, mais j'ai lu que dans Boîte noire, le film précédent avec Yann Gosselin, vous portiez des chaussures un peu plus petites pour qu'ils marchent différemment. Là, pour Gourou, précisément dans le corps de votre rôle, c'est quoi les questions que vous êtes posées ? Alors, je joue donc Coach Matt, qui se brande et se market comme il se doit aujourd'hui, et chacun doit être un auto-entrepreneur en puissance. Lui se brande comme Coach Matt. Il est donc, il a donc une responsabilité d'avoir une vitrine, ce coach. C'est ce que je me suis raconté en tout cas de ce personnage. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est un des premiers, on va dire, influenceurs même en France, et précisément sur le coaching. Donc, je suis allé à la salle tout bêtement, comme lui le ferait. Je me suis dit, qu'est-ce que Matt ferait ? Matt irait 4 fois ou 5 fois à la salle par semaine. Il ferait ses bains froids, donc j'ai fait des bains froids comme lui. J'avais même posté un peu ça sur les réseaux à l'époque, parce que c'était un challenge que je trouvais
trouvé intéressant. J'ai fait, pour répondre sur le physiquement, ce que ferait un performeur qui doit sur scène embarquer 400, 500, 1000 personnes dans des séminaires, encore une fois, où il fallait une électricité. C'est ça qu'on a essayé de raconter dans le film. Et pour ça, il fallait être physique, donc il me fallait de l'endurance. Donc j'ai fait comme Mathieu Vasseur dans le film, j'ai fait du rameur, j'ai fait des bains froids comme lui, j'ai fait de la salle comme lui. Et après, l'idée, c'était d'être toujours dans des vêtements où je me sentais bien. J'ai fait beaucoup d'exercices pour le dos, pour me tenir plus droit que ce que je me tiens dans la vie, voilà, avec une évolution un peu au fur et à mesure du film où il se recroqueville parce qu'il va vivre une espèce d'enfer mental un peu quand même. Voilà, ça a été un peu ça en gros. Il n'y a pas eu les chaussures trop petites de boîte noire, mais il y avait d'autres trucs. Mais ça peut aller jusqu'où? Est-ce que par exemple vous demandez c'est quoi ces chaussures à ce gourou c'est quoi les questions que vous posez? Complètement. Les chaussures, c'est une vraie porte d'entrée. Bizarrement, c'est ce qu'on voit le moins dans les films. On les voit jamais, les chaussures des gens, quasiment. À moins qu'il y ait des plans dédiés. Mais c'est très rare. Si vous regardez, même les films que vous adorez, vous êtes incapable de me dire quelle chaussure porte la personne, à part si c'est Retour vers le futur, quoi. Et pour autant, souvent, les acteurs, c'est important pour nous parce que c'est notre connexion au sol, à la terre, à l'ancrage, donc d'où tu vas puiser ton énergie et chaque pas, qu'est-ce que ça va t'envoyer comme information. D'où les chaussures trop petites de boîte noire. Et... là, en l'occurrence, c'était plutôt le style qui comptait pour Mathieu Vasseur, ce coach dans Gourou. Donc, je savais que je voulais des chaussures chères, un peu. Je me rappelle plus de la marque, mais je sais que c'était un truc un peu élaboré, de marque un peu huppée. Tu sais, les chaussures, les baskets, mais de marque que tu sais, tout de suite tu les notes, quoi. Tu vois, tu te dis, c'est un mec qui a de l'argent. Il n'est pas supra bling bling, mais quand même, il veut nous faire savoir ou il veut se faire savoir à lui-même qu'il a de l'argent. Donc je sais qu'on avait été spécifique sur un truc un peu futuriste presque, un peu sur les baskets. Un truc que moi je porterais pas. Donc oui, et puis après plein de trucs, tu vois, on avait une bague, on avait choisi une bague qui venait de Grèce, qui était un peu orthodoxe parce qu'il y avait un côté un peu mystique dans la bague qui nous plaisait bien, qui racontait potentiellement les voyages du personnage, qui vend aussi ce qu'il a peut-être été, un voyageur spirituel et physique, mais un voyageur d'autres espaces, quoi. Ça, c'est souvent ce que les Américains appellent la backstory. En gros, l'histoire du personnage avant le scénario. Ça. C'est un truc qui fait sens, ça, vraiment. Est-ce que vous y réfléchissez à son enfance, ou est-ce qu'on s'en fout et qu'à un moment donné, la caméra, elle tourne et on y va? Je suis des deux écoles, en fait. Si un réalisateur me dit moi je veux rien, je veux qu'on se parle pas avant, t'as pas besoin de faire de psychologie, ce qui m'intéresse c'est quand tu vas être plongé dans ce truc et que tu connaisses les grandes lignes de ton personnage et ça suffit, j'adore. Et si demain on me laisse les mains libres, généralement moi comme je viens du théâtre, je vais avoir tendance à bien potasser, bien travailler le dossier, me dire je connais par cœur le scénario, mais aussi je vais aller chercher un peu effectivement la psychologie du personnage. Mais pour autant, c'est peut-être paradoxal, mais j'aime pas trop les films je trouve que c'est dur de faire rentrer la psychologie, les flashbacks, l'enfance. C'est souvent un peu au forceps dans les films. Donc j'aime bien les films un peu à l'os, où on se sent pas obligé de me raconter tous les traumas du gars pour le comprendre. Et avec Gourou, c'est un peu ce qu'on a fait. On débarque, il est déjà quasiment au top, quoi. Et par des petits ingrédients, on va comprendre un peu, mais on part pas dans du flashback ou des grandes scènes de famille ou la photo du père de la mère. Je trouve ça dur à gérer au cinéma, en fait. Souvent, c'est raté, en fait. Et il faut être très, très fort, je pense, pour arriver à réinjecter tout ça. Donc, voilà. Et après, la backstory, bah oui, les Américains... Mais les Américains, pareil, en fait, on dit les Américains, mais il y a tellement de méthodologies différentes. Puis, souvent, on pioche un peu d'acteurs studio, un peu de Stanislavski, un peu... Il y a des méthodes différentes. Moi, j'aime bien me dire, je bosse. Et après, je m'adapte surtout à ce qu'on me demande. C'est ça qui me plaît. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment, notamment à travers les réseaux sociaux et les coachs et tout, c'est la volonté de simplifier tout. Alors d'aller plus vite et tout, x2, x3, les notes vocales, les vidéos et tout, mais aussi de simplifier, de dénuancer le réel. Or, le réel est par définition extrêmement nuancé. Et plus on le dénuance, plus d'une certaine manière, on l'extrémise et plus on se rapproche, on pourra parler de système politique, du néofascisme, du fascisme, parce qu'en fait, on replonge dans ce que des gens ont très bien défini, 1984, George Orwell, en fait, le langage est d'un coup, tout le sens du langage, tout le sens des mots, tout le sens de la nuance est aspiré. Et d'un coup, voilà. Et ce que font les coachs, c'est ils disent, d'une certaine manière, pas tous, parce que le but n'était pas de faire un film à charge de tous les coachs. Encore une fois, moi j'en suis, il y en a qui sont super et qui accompagnent très bien les gens, c'est important de le dire. Mais il y a plein, les coachs sont perçus aujourd'hui comme justement des simplificateurs, quoi. Ils te donnent des modes d'emploi d'un monde qui te met en échec, qui te met en perte et qui te met ta santé mentale en péril. Et eux, ils te disent, je vais vous donner des clés, je vais vous donner un truc simple. Et c'est cette simplification, encore une fois, sans doute trop simpliste souvent, qui attire les gens, je pense. Ouais, puis il y a une autre dimension, moi je trouve, dans le coaching, c'est le côté individuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le quand on veut, on peut.
Et que si vous pouvez pas, c'est que vous voulez pas assez fort. Et c'est un peu la négation du collectif, quoi. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour vous, sachant que, quand vous parlez de votre métier, pour vous, jouer, c'est forcément collectif? Complètement, c'est une très très bonne remarque. Enfin, je trouve ça vraiment passionnant, l'idée qu'effectivement, dans le développement personnel, à sa racine, il y a l'idée de mieux se connaître soi-même, depuis Aristote, et voilà, on a commencé à se dire c'est une vertu de se connaître bien. Puis ça a dérivé peu à peu avec le capitalisme à revenir à un individualisme. Donc maintenant, les coachs en développement personnel vous disent effectivement, si tu veux, tu peux, ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ça, c'est ce que dit mon personnage, Coach Matt. Et effectivement, il y a l'idée quand même d'une positivité assez toxique, c'est ce que lui reproche une sénatrice dans une scène que j'aime beaucoup dans le film, en lui disant en fait on remet la responsabilité sur les gens. C'est-à-dire, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on n'a jamais autant parlé de santé mentale qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais il y a quand même une ambiguïté là-dedans, c'est que maintenant, notre santé mentale, elle est devenue la variable d'ajustement d'une société qui, elle, est malade. On est dans une société qui nous demande de la performance, qui est en comparaison non-stop avec les autres, jusqu'au bout du monde, parce que les réseaux sociaux, la mondialisation de tout, on sait le taux d'anxiété qui grimpe chez les jeunes. Et pour autant, on te dit, mais maintenant, comment tu vas? On va pas changer ce monde vraiment. Mais toi, comment tu vas faire pour que ton cerveau malade, entre guillemets, aille mieux, parce que tu es malade? Mais en fait, il y a un problème contextuel, possiblement. Et là, les coachs, il y en a plein. Pas tous, encore une fois, mais il y en a plein qui te disent, effectivement, si tu veux, tu vas pouvoir te sortir de cette anxiété. Si tu veux, tu vas pouvoir te sortir de tes problèmes. Et évidemment qu'il y a quelque chose de toxique à se dire qu'il n'y a pas de déterminisme, que là d'où tu viens socialement, ça joue pas. Si tu veux, tu peux. En fait, il y a plein de déterminisme. Et il y a le contexte du monde qui est un peu stressant, on va dire. Alors, j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé le film, je le dis. Ça fait plaisir, merci de le dire. Et d'ailleurs, de manière générale, j'aime beaucoup ce que fait Yann Gosselin, qui fait des films de genre en général, un peu moins celui-là, un peu moins film de genre que... un peu plus sociétal, celui-là. Ouais, mais c'est assez rare, je trouve, dans le cinéma français, le cinéma de Yann Gosselin, donc je trouve que c'est à valoriser. Et j'ai pris des notes dans la salle, quand même, quand le personnage, alors votre personnage, effectivement, qui est un coach, il dit ce que tu veux, c'est ce que tu es, une épreuve, ça peut être un obstacle, mais ça peut aussi être un tremplin. Et il y a une dimension qui m'a intéressé, c'est un peu la dévitalisation de la langue. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, le langage, ça veut pas dire grand-chose. Des fois, il dit des phrases, on dit « Ah ouais, ça sonne bien », mais en fait... Ouais, j'en ai lu une, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Et elle m'a fait... je me suis dit, ça a marché pour moi, quoi. À ce moment-là, cette phrase-là a marché pour moi. Je vous donne la phrase. J'attends. La phrase, c'était... tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit réparé pour être heureux. Elle est intéressante, cette phrase. En tout cas, pour moi, elle résonnait, parce que je pense que j'avais envie, à un moment de ma vie, dans un certain perfectionnisme, que plein de choses soient réglées pour me dire je peux m'autoriser maintenant à me détendre, être heureux. Sauf que ce moment, fatalement, il n'arrive jamais, en fait. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Et cette phrase m'a plu. Mais les phrases des coachs, en règle générale, sont comme des horoscopes. C'est assez large pour que plein de gens puissent venir s'y poser ou rentrer là-dedans en se disant « Ah, c'est moi ça, putain, c'est moi ». Et en fait, oui, un horoscope, ça te dit vous aimeriez avoir plus d'énergie. Oui, 80% de la population va te répondre oui, voilà. Il y a quelques mois, vous avez eu des mauvais jours. Oui. Bon. Et du coup, ils sont en même temps malins, ces coachs, consciemment ou inconsciemment, et ils font des choses pas vraiment customisées. Et c'est aussi le problème et la différence avec la psychanalyse. Tu vas voir un psy, bon déjà il est diplômé, etc. Et il va customiser par rapport à tes traumas, tes machins et tout. Là où on fait des grands trucs, des posts très viraux et tout machin, je sais pas comment ça résonne chez chaque personne. Ce qui est marrant, c'est que vous êtes dans les écrans. Hein. Moi, quand on voit Pierre Ninet, en général, c'est dans un écran. Hein. C'est assez rare que je vous croise à la boulangerie, moi. Mais est-ce que l'usage des écrans, pour vous, c'est une préoccupation? Le temps que les gens passent devant les écrans, puisque tout ce qu'on se dit là, la dévitalisation de la langue, etc. Bon, est-ce qu'il faut maîtriser notre consommation d'écran ou est-ce que c'est pas ça le problème? Je pense totalement que c'est une partie du problème, bien sûr. Après, je peux pas m'exprimer vraiment sur les écrans. Je peux vous dire mon ressenti, des études que j'ai lues. Je suis pas spécialiste, donc voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un réveil sur les écrans, un peu cauchemardesque, de se dire waouh, on est un peu allé tête baissée dedans. Il y a plein de parents maintenant qui sont en lutte avec vraiment des addictions, même des enfants très jeunes aux écrans. Évidemment que je pense qu'il faut qu'on fasse avec moins d'écrans pour la santé neuro, pour la santé mentale, le développement neuro. Et ensuite, on voit qu'il y a des pays, ça y est, qui ont osé, quoi. Je vois pas comment demain,
on regretterait d'avoir fait ça, quoi. Dans la balance bénéfice-risque d'enlever Ouais. les écrans ou les réseaux sociaux qui sont un système très comparatif avec les autres ados, machin, puis de harcèlement et tout. Je vois pas demain comment on dira merde, on n'aurait jamais dû interdire. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas spécialiste, mais j'aurais tendance à dire j'espère que ça va continuer d'aller dans ce sens-là. Je voudrais vous parler d'un professeur d'analyse filmique à la Sorbonne, à la FEMIS, votre père, François Ninet. François Ninet, donc professeur d'analyse filmique, je me suis dit, c'est marrant, j'ai quand même creusé. Et donc, il y a des conférences de votre père, l'université ex-Marseille 3. Ah ouais, sur Internet? Ouais, ouais. Ah ouais, ok. Je les ai regardés, du coup. Et je voulais vous les soumettre. Ok. Notamment, il s'intéresse notamment aux documentaires. Il est spécialiste dans les Oui, documentaires. c'est sa spécialité. Voilà. Et il y a C'est pour ça, des fois, les gens ils disent ah, son père est dans le cinéma. Mon père est dans le documentaire, Voilà. et dans l'analyse des documentaires. Je vous cache pas que le réseau il est faiblard. Donc, j'ai passé les grandes écoles, conservatoire national, et que j'ai fait des trucs. C'est pas ça qui m'a boosté. Voilà. Non, parce que les gens, des fois, ils voient. Et mon père, il est fils d'immigrés juifs. Ma grand-mère, elle vient du Caire. Au début, il a commencé à s'intéresser vachement à la culture, à lire, il s'est intéressé à la philo, puis il a réussi à devenir prof d'analyse filmique à la FEMIS, mais ça a été une fierté pour sa mère, insensée. Et il a réussi à enseigner finalement dans des grandes écoles le documentaire et l'analyse de films. Mais moi, ça m'a offert un truc extraordinaire, et ça, c'est une reproduction sociale, c'est qu'il m'a donné de la culture, il m'a donné de l'éducation, il m'a donné de la créativité, il m'a donné l'audace, et il m'a donné même les moyens. montré des films, quoi. Il m'a montré plein de films, et il m'a emmené au musée, il m'a emmené au cinéma. Donc ça, évidemment, c'est une chance énorme, et ça t'oriente, et ça te porte énormément, comparé à d'autres gens qui n'ont pas cette chance, bien sûr. Mais pour autant, parfois je vois des commentaires passer de genre ouais mais son père était prof à la FEMIS, bah grave, et c'est une fierté de fou qu'il ait réussi à être prof à la FEMIS. Je précise, la FEMIS, c'est en gros la plus grande école de réalisation française. Hein. Bon, alors, j'ai noté deux phrases en fait qu'il a données, mais qui sont assez passionnantes. Il dit notamment dans une conférence, il dit « Celui qui filme », là il parle des documentaires, Ouais. celui qui filme doit assumer la responsabilité de ce qu'il montre. Moi je me suis posé la question, est-ce que vous, en tant qu'acteur, vous assumez la responsabilité de ce qui est montré ? Ou est-ce que c'est la responsabilité du réalisateur ? Non, je l'assume pas. Voilà. Non, je l'assume pas parce qu'effectivement, je peux prendre le risque de jouer dans un film sans savoir comment il va le monter, comment il va le. À tout moment, on peut même me faire tenir des propos, même un personnage de fiction, des propos qui n'étaient pas ceux pourquoi j'avais signé. Non pas qu'il faut que les personnages soient moraux, évidemment que non. Mais je veux dire, tu peux faire passer un message dans ton film où moi je dis à la fin, oh, pas du tout ce que j'ai lu. Donc moi, sur le scénario, c'est le contrat de base. J'essaie de me dire, ok, ce que ça raconte. Moi, je suis à l'aise avec ce que ça raconte, artistiquement, mais aussi peut-être humainement, moralement, en termes de valeur. Et même parfois, j'aime bien que ça me titille aussi. Hein. J'aime bien me dire, je sais pas trop quoi penser de ce truc, mais j'y vais. Mais je n'assume pas la responsabilité du produit fini d'un film. Et c'est la force du cinéma français, encore une fois, c'est que le réal, il est libre jusqu'au bout. Ouais, c'est l'auteur. Voilà. Le grand auteur, c'est notre héritage et notre tradition. Et en même temps, encore une fois, c'est pour ça que même des Américains viennent ici en disant s'il vous plaît, laissez-moi faire un film en France, parce que là-bas, ils ont les producteurs qui leur disent non, on va remonter, puis après, on va le remonter, puis après, ça sera plus ton film. Par ailleurs, il y a une tendance aujourd'hui, je trouve, moi, dites-moi si vous êtes d'accord, peut-être qu'on n'en sera pas d'accord, mais j'ai l'impression que les gens pensent que les acteurs sont d'accord avec les rôles qu'ils interprètent. Ah waouh, j'espère pas là, parce que Gourou, c'est c'est musclé. Hein. C'est ça, mais c'est important peut-être des fois de préciser que j'imagine des fois vous jouez un personnage avec lequel vous n'êtes pas du tout. Non, mais j'ai bon espoir quand même que les gens fassent une différence. C'est peut-être moi qui délire. Hein. Non, je pense quand même que... C'est sur la question de la responsabilité, quoi. Non, j'entends, c'est un sujet intéressant. Mais moi, je crois qu'il faut dédouaner les artistes du sentiment d'une responsabilité morale, de valeur. Je vais pas faire un personnage qui fume tout le temps à l'écran quand même, parce que la clope, c'est pas bien. Oui, mais qu'est-ce que ça raconte ? On n'est pas là pour faire un clip gouvernemental, là. On est là pour faire de l'art. Donc raconter un personnage, l'intériorité de quelqu'un, peut-être une époque même. Tu vas pas faire le biopic de Gainsbourg sans fumer une clope, ça n'aurait pas de sens. C'est une question qu'on pose davantage aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je pense qu'il y a eu une moralisation de la vie globale avec les réseaux sociaux, parce que c'est devenu un observatoire géant des comportements de chacun et chacune, et du coup on en est arrivé à se dire qui fait quoi, est-ce que ça c'est bien ou pas bien, et puis on est prompt à être juge de l'autre quand même, peut-être un peu trop quand même. Je trouve qu'il y a des... Parfois, je trouve on a le jugement facile avant d'avoir bien tout peut-être scanné chez soi, avant de se permettre la critique. Mais
Mais oui, je pense que ça s'est accentué. Puis le rôle de l'acteur, du coup, on se dit est-ce qu'il doit prendre des partis politiques ou pas? Est-ce qu'il doit faire passer des messages ou pas? Est-ce que machin? Moi, j'ai pas les réponses. Je sais pas. C'est à la fois une tribune géniale qu'on a parce qu'on a la chance d'avoir un auditoire. En même temps, du coup, ça offre forcément une responsabilité qui va avec. Je vais pas aller dire n'importe quoi de tout ce qui me passe par la tête. Mais il y a quand même un segment chez les acteurs quand ils jouent dans les films où il faut une grande liberté de ton, morale. Il faut venir pouvoir questionner justement les tabous, les interdits et tout ça avec les personnages, bien sûr, évidemment, sinon ça n'a pas d'intérêt. Toute l'œuvre de Molière, elle est bâtie sur le fait de venir bousculer les choses, se moquer, remettre en question, piquer là où ça fait mal, les bourgeois, l'église, et il faut pouvoir continuer à le faire. Alors, une autre phrase de votre père, François Ninet, une conférence où il est question de l'échange des points de vue filmés, filmeurs, spectateurs. Il parle d'alignement des regards. C'est assez intello en vrai, mais c'est intéressant. Il dit que il pose une question, est-ce que la caméra va voir des choses que les protagonistes ne voient pas? Alors, ça m'a rappelé l'interview qu'on avait faite ensemble à Cannes pour Monte Cristo, et vous me racontiez en fait que certains acteurs s'intéressaient à l'optique de la caméra. La caméra, il y a un truc magique et mystérieux quand même, de l'ordre de l'insondable et de l'imprévisible. Elle adore des gens, elle aime moins des gens, et parfois, certaines optiques, c'est-à-dire un gros plan ou un plan plus large, te sied plus ou moins. Il y a des gens qui connaissent leurs optiques, ils disent « Ah, moi j'ai besoin d'un 70 mm, moi j'ai besoin d'un 50 mm ». Sur le coup, j'avais pas trop rebondi, mais puisqu'on se revoit, j'en profite. C'est bien, on va la continuer toute notre vie, j'espère, cette conversation. Sur 50 ans. C'est ça, c'est l'épisode 2. J'espère que ça ne fera pas Star Wars, normalement. Mais c'est quoi cette histoire d'optique? Vraiment? Il y a des optiques que les acteurs préfèrent? Oui. C'est technique, mais je dirais même, si j'étais un peu relou, je dirais il y a des optiques qui préfèrent certains acteurs. Voilà, et le 70 mm parfois sied mieux à telle personne versus une plus longue focale ou quoi. C'est un peu comme les gens chez vous, vous avez un meilleur profil, tu vois. Maintenant, les gens quand ils font des selfies avec moi dans la rue, c'est plus juste tac, c'est. Tiens, je vois, ils se mettent bien quoi. Et en même temps, je les comprends. Est-ce que je peux leur jeter la pierre? C'est horrible, je suis à l'image, je ne connais pas mon meilleur profil. Il va falloir que je bosse. Vous, c'est dramatique. J'ai vu les vidéos, il faut vraiment. Je blague. Non, pas du tout. Non. Mais je vois que les gens maintenant, c'est fou parce qu'à la base, c'était un truc un peu d'acteur quoi. Ce truc-là de connaître son meilleur profil, sa meilleure lumière. Maintenant, je vois les gens dans la rue, ils me font les selfies. Il y en a même, ils se mettent bord, tu vois, genre. Je vois, en fait, on voit pas qui c'est quoi. En fait, il y a un œil. Et je dis, on ne voit pas, non mais je suis mieux comme ça, je suis bien. Et ils savent, c'est leur œil avec un bout du nez, tu sais, genre, c'est précis, c'est pas nimp, c'est précis. Et alors vous, c'est quoi votre optique préférée? Alors moi je sais pas, parce que justement, Yann, il m'a un peu brutalisé dans Boîte Noire. Yann Gosselin, le réalisateur. Yann Gosselin, le réalisateur, avec des focales assez courtes, et où il vient assez proche du visage. Qui souvent on fait un peu l'inverse, c'est-à-dire on va filmer, ça devient technique. Hein. On y va. Ok, on va filmer un plan un peu large, puis après on va refaire la scène, on va pas bouger la caméra, mais on va mettre une optique qui fait qu'on vous voit de plus près, ça va être le gros plan. D'accord. Et on change juste l'optique, voilà, le cadre reste le même. À 50 mm pour faire le large, ensuite on va enlever l'optique comme sur un appareil photo, on va mettre une autre optique qui est une plus grosse loupe en gros, et elle on va mettre un 70, 80, 90 mm, et donc on va vous voir en plus gros plan. Ok. Pour pouvoir faire le montage et passer d'un plan à l'autre quoi. Exactement. Et puis souvent aller chercher plus d'émotion, plus d'intensité avec un plan serré versus un plan plus large qui pose un peu plus. Alors là, je fais vraiment de la théorie parce que on peut bouleverser ces codes et c'est ça qui est génial au cinéma, c'est qu'on peut tout est cassable tout le temps. Et on peut réinventer tout le temps. Dans Gourou, Yann Gosselin, le réalisateur, a fait un truc que j'avais pas vraiment expérimenté à ce point-là, c'est qu'il venait me chercher très proche, mais avec des optiques avec lesquelles d'habitude on fait des plans larges. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a moins de flou derrière et on a presque un peu une déformation du visage parfois. Okay. Et sur le côté un peu schizophrénique, paranoïaque du film, au bout d'un moment, il venait chercher des trucs où ça te challenge physiquement, parce que des fois, tu te vois dans le retour, après tu fais « Ouah, la tête que j'ai !» Donc, il a testé la limite de ce truc-là. Mais le sens de ça, parce qu'il y a un sens évidemment, c'est de montrer un peu la folie du personnage. Exactement. D'accord. Je pense qu'il faudrait demander à Yann, mais l'idée était d'aller chercher des images, il en parlerait encore plus techniquement que moi, mais d'aller chercher des images qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, là où d'habitude c'est forcément un peu esthétisant quand on se rapproche d'un visage. Là, c'était d'être un peu dur dans l'image et d'avoir un fond qui nous paraît plus net que d'habitude. Et donc pour ça on utilise des focales plus courtes. Mais il faut une grande. Je sais pas qui ça va intéresser ça. Moi ça m'intéresse. Bon voilà. Après les gens je les connais pas. Mais oui, mais vous êtes derrière une caméra, il y a un biais, il y a un léger biais. Ça intéresse David qui est derrière la caméra. mais cela dit, ça demande une grande confiance avec le réalisateur quand même. Ouais. Vous en tant qu'acteur, c'est-à-dire que j'imagine des fois, peut-être que vous êtes vu sur grand écran, filmé d'une façon qui vous convenait pas. Ah bah plein de fois. Ah ouais. Oui, mais c'est le jeu.
Et puis c'est ça qui est agréable aussi au cinéma, c'est que c'est pas les réseaux sociaux, quoi. Il y a un moment tu lâches prise. Mais ça reste à vie. Ouais. Mais comme c'est une vision artistique de quelqu'un qui, normalement, réfléchit. Au moins, quand je disais tout à l'heure, je mets un petit bout de mon âme dans tous les films, franchement, c'est vrai. Et ça, j'essaie de... Je sais pas comment dire, j'essaie de communiquer ça que... Il y aura plein de films que je vais faire, évidemment, qui seront ratés, nazes, et qui n'arriveront pas à faire ce qu'ils voulaient faire et tout, machin. Mais j'ai mis un bout de mon âme. Ouais. Et ça compte pour moi. Et quand je dis à un réalisateur, oui, vas-y, on y va, c'est que je suis prêt à lui donner ce temps, cette énergie, cette confiance et ce petit bout d'âme. Et donc, il y a un moment où, file-moi un peu comme tu veux, mec, je te fais confiance. Et si c'est raté, mais au moins, t'as fait le pari, quoi. Ouais. T'es allé au bout du process, quand je disais avec Michel Gondry de chanter Queen. C'est un point de vue, en fait, que vous cherchez. Exactement. Et tu peux pas retirer à l'artiste son point de vue, et tu peux pas trop lutter contre non plus, parce que tu risques de trop déformer la chose. Même si j'ai eu des débats, même avec Yann Gozlan sur Gourou, il y a une scène très forte avec Anthony Bajon, qui est un super acteur. Ouais. Il y a une scène très très forte dans le film que je vais pas spoiler, qui est une scène que j'adore. Chez lui, j'imagine. Voilà, exactement. Où le gourou descend un peu des cieux pour aller visiter un de ses fidèles. Et cette scène, on s'est posé un moment dans les canapés avec Yann. On a arrêté le tournage, ce qui se fait pas beaucoup parce que ça coûte cher. Et comme je suis producteur, je peux vous double confirmer. Je le savais théoriquement, je le sais pratiquement. Maintenant, on s'est arrêté et moi j'ai dit j'ai un problème avec ce truc. J'ai un problème avec comment ça se passe. Là, il se lève, je lui dis ça. Il y a un truc qui... Et on a eu un débat pendant... je pense 35-40 minutes, ce qui est beaucoup sur un plateau en fait. Mais je crois que vous êtes assez accro à la préparation. Ça, c'est pas un truc que vous avez prévu à la prépa en amont ? On avait déjà parlé de ce dos. Et d'accord. Tous les deux, on était à la fois d'accord et pas d'accord. En fait, c'était vraiment un débat. Il n'y avait pas de clash, il n'y avait pas de côté. C'est ça que j'adore avec Yann, c'est qu'on réfléchit. Et du coup, on s'est posé, comme sur Boîte Noire, des fois, on s'est posé, on a dit attends. Moi, ce que je comprends si je fais ça, c'est ce que ça raconte aux gens, c'est que là, je veux vraiment faire ça. Or, moi, je suis pas sûr à ce moment-là. Et on a un débat vraiment intellectuel et en même temps, sur l'image, tu vas te dire, mais attends, moi, je vais le filmer comme ça. Donc, je vais montrer, là, on voit ta main, et ta main, elle est... Tu vois, et ça, c'est passionnant. Comment ça s'est conclu, ce débat ? Parce que... On a trouvé une solution diplomatique, en fait, qui réunissait nos deux envies. Ok. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais, oui. Et moi, je lâche volontiers parce qu'encore une fois, je suis dans l'œuvre d'un réalisateur. Est-ce qu'on peut s'engueuler avec son réalisateur et que ça soit productif ? Oui, je pense. Ouais. Ouais, comme avec sa meuf. Il y a des engueulades saines quand même. Ok. Tout le monde n'est pas à un sur niveau le long terme, de sagesse où tous les messages peuvent passer sur une non-émotion, mais une neutralité diplomatique. T'es obligé parfois de monter dans la tour parce que t'es humain et que le truc vient te trigger à un endroit. Voilà. C'est pas de crever l'abcès. Moi, j'ai déjà eu des conversations très tendues avec des potes ou avec ma copine. Ouais. Et le lendemain, je me suis dit, pas mal ce qu'on s'est dit quand même. D'accord. Mais eux veulent plus me parler, par contre. Non. Il y a quelques semaines, sur cette même chaise, il y avait Jonathan Cohen. Et on parlait ensemble de son influence anglo-saxonne, quoi, dans son humour. Il vous citait. J'étais très fan des films de Will Ferrell, mais j'étais très fan de The Office. Il y avait une rythmique de comédie qu'on a tous... aimé profondément. Tu dirais ça à Nina, il dirait la même chose. Il a une rythmique très anglo-saxonne, Pierre aussi, tu vois. Où, ça se manifeste comment ? C'est dans les ruptures de rythme. Tu vois, des gars qui font « ouais, non, je pensais que... ah, ouais, non, pas du tout ». Tu vois, des trucs comme ça qui sont très anglo-saxons. Est-ce que ça vous parle, ça ? Dans quelle mesure le cinéma américain, dans quelle mesure ça joue sur la rythmique de votre phrasé, quoi ? Complètement. En fait, on a grandi avec Jim Carrey, Ben Stiller, ensuite Ricky Gervais, Extras, The Office, Steve Carell ensuite. Donc on a évidemment une musique dans l'oreille qu'on a, je pense, un peu explorée effectivement sur La Flamme ou Le Flambeau. C'est une mélodie qui est parfois propre aux Américains et parfois qu'on adapte un peu et qui devient françaisée. Mais le message, moi, que j'aimerais passer aux gens, si on doit parler de ça, justement, moi, je suis beaucoup revenu de cette idéalisation des États-Unis à tout prix, notamment pour la question du cinéma, de la comédie, de Jacques Tati à Louis de Funès, on a vraiment des grands noms ici, on n'a pas forcément besoin d'aller lorgner aux États-Unis. Il se trouve que nous, on a grandi avec ça. C'est les films qu'on nous mettait, c'est les films qu'on a adorés, et je regrette rien, c'était génial. Et il y a des génies là-bas par ailleurs, mais... Moi, je défends vraiment fermement l'idée qu'on a le plus grand cinéma du monde en France. Ah ouais ? Ouais. Je pense, ouais. Je pense. C'est dû au système de financement ? C'est totalement dû au système des intermittents du spectacle, au système de financement, à l'exception culturelle et au crédit d'impôt. Et on attire des pays de toute l'Europe qui veulent venir tourner ici pour nos auteurs, pour nos réalisateurs,
Audiard, Assayas, Justine Triet, j'en passe et des meilleurs. Des acteurs américains qui veulent tout le temps tourner avec des Français. Vous voyez Pattinson qui le fait souvent. Jodie Foster avec Zlotowski. Jodie Foster il y a encore quelques semaines. Et ça ne s'arrêtera pas parce que tant qu'on ne coupera pas le robinet en disant non, il faut que ce soit rentable le cinéma à tout prix. Mais le cinéma ne sera jamais rentable tout le temps. Par définition, ça reste de l'art, c'est une industrie, j'en conviens totalement. Il faut qu'il y ait des films qui marchent. Il faut qu'il n'y ait pas que des films absolument niches. Mais néanmoins, si vous voulez pouvoir voir émerger des Audiard et des Justine Triet, il va falloir tolérer qu'il y ait des films qui marchent moins bien parce qu'ils sont des tentatives artistiques. C'est vrai que ça, c'est le genre de débat qui risque d'avoir lieu pour la présidentielle. Hein. Le débat, le public, privé, tout ça. Oui. Moi, je parle juste, j'essaie juste sincèrement, j'allais dire de ne pas être biaisé, c'est évidemment une ineptie parce que je suis biaisé, je suis dans ce milieu. Mais c'est vraiment l'effet, c'est une industrie de prototypes. Chaque film est différent, il est impossible de prévoir quel film aura vraiment du succès. On a déjà mis 15 stars top du box-office dans des films, ça se plante, et la semaine d'après, il y a un film ukrainien sous-titré, et ça va faire 500 000 entrées, alors que le film a coûté très peu. On ne sait jamais. On peut essayer de réunir des choses, c'est tout l'intérêt du métier de producteur. On peut essayer de réunir des choses, mais il y aura toujours une part d'inconnu, qui fait que il faut tenter, et qu'on ne peut pas que le rationaliser à de la rentabilité. C'est pas possible. Il y a 10 ans, en 2015, quand vous recevez le César du meilleur acteur pour Saint-Laurent, à l'époque vous avez 25 ans, donc vous êtes le plus jeune césarisé du meilleur acteur. Et puis vous parlez de bienveillance. Aujourd'hui tout le monde parle de bienveillance, c'est un terme qui est vachement à la mode. À l'époque on en parlait moins et vous dites cette phrase qui est forte parce que vous dites la bienveillance notamment pour les jeunes générations. Vous dites on a besoin aujourd'hui en France d'une jeunesse qui rêve et qu'on leur en donne les moyens. 10 ans plus tard, quel bilan vous faites de ça ? Ouais, le problème d'être pessimiste, histoire qu'on passe un bon moment, mais quand je dis ça, je pense à l'école. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école publique où il y avait une mixité sociale et un accès aux arts. On m'a emmené au théâtre. Alors moi, encore une fois, j'avais la chance d'être déjà dans un univers créatif. J'avais déjà vraiment ce tremplin-là qui était déjà un déterminisme social pour moi. Mais mes collègues, non, comment on dit, les co-élèves, les gens avec qui j'étais en classe, mes camarades, voilà, ça fait longtemps que je suis pas allé, mes camarades de classe, il y en a plein qui n'avaient pas la culture ou les moyens d'aller à l'opéra ou au théâtre, et l'école les emmenait. Et les emmenait dans des bons trucs, et souvent. Et cette option théâtre, là que j'ai eu la chance de faire, elle a vraiment permis, je pense, d'ouvrir l'espace imaginaire et mental de plein d'élèves. Moi, je vais vous dire un truc, parce qu'en fait, moi, je suis d'une classe sociale moyenne. Je suis jamais allé au théâtre. Mes parents m'ont jamais amené au théâtre avant... je suis jamais allé au théâtre en 25 ans. Ah ouais, voilà. Je n'étais pas à Paris. En fait, déjà, il y a une grosse différence quand on est à Paris et quand on n'est pas. Et en quoi le théâtre pourrait permettre d'élever les gens ? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça m'a manqué. J'y allais pas, mais ça ne me manquait pas. Vous ne savez pas, mais ça vous a manqué. Peut-être. Je suis ravi d'y aller. Je suis un gourou. Je suis un gourou du théâtre, moi. Mais en quoi la culture ? Parce que ça reste théorique un peu. Ouais, bien mais sûr. ça veut dire quoi, en fait, la culture qui élève ? On a l'impression que c'est un truc de bourgeois, quoi. Ouais, je comprends. Mais déjà, depuis la nuit des temps, on dessine des bisons sur les murs des caves. C'est déjà de la culture. Ouais. C'est déjà de l'art. C'est déjà notre manière de nous exprimer hors de juste manger, dormir, quoi. J'exagère un peu, je force le trait. Le besoin d'histoire, le besoin de récit, c'est un besoin archaïque qu'on a depuis des millénaires. Donc aujourd'hui, nous dire, ouais, bon, la culture, ce qui est bien, c'est quand même d'aller bosser, prendre des vacances. Ouais, mais c'est quoi le supplément d'âme à tout ça ? Et qui n'a pas vibré en entendant une musique, un poème ? Qui n'a pas pleuré à la fin de Titanic ? Qui n'a pas... Tout ça, c'est de la culture. Et en fait, c'est évidemment un tissu social très fort, parce que les gens débattent, on est d'accord, on n'est pas d'accord, même aujourd'hui avec les plateformes, les séries, les gens discutent des séries à la machine à café et tout. C'est un lien social très important. Et la culture, c'est effectivement pouvoir sortir aussi de sa condition première, des déterminismes sociaux, même si on sait que ces déterminismes sont très ancrés, la culture permet ça. Et je pense que c'est... quand on lit des histoires à nos enfants le soir avant de dormir, et c'est quand même ce qui est recommandé par les neurosciences, et tout le monde le fait ou devrait le faire, on construit avec de la culture. Ce sont des livres imaginés par des gens, avec des histoires imaginées. On est en plein dans la culture. On leur donne des repères dans le monde, on leur apprend des mots, on leur apprend à élaborer une pensée, on leur apprend aussi l'empathie, et on leur apprend un sens moral. Déjà, voilà, juste avec un livre, un bouquin le soir à votre enfant. Et vous êtes en plein dans la culture, peut-être sans le savoir. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a le discours en fait, que ça, c'est quand on peut se le permettre. Mais c'est pour ça que les services publics sont là.
devrait être là et devrait fonctionner, je pense, moi, c'est personnel, parce que j'ai grandi avec ces services publics, que l'hôpital a sauvé des gens de ma famille et accompagné des gens jusqu'au bout aussi de manière digne, alors que ces gens n'ont pas des salaires dignes, les infirmiers, les infirmières, les médecins. Ils m'ont accompagné moi et ils ont accompagné mes camarades de classe qui avaient moins de chance que moi, qui n'étaient pas dans un univers créatif. Moi, mes 2 parents étaient profs, donc j'avais cette chance-là, voilà, sans être dans un truc très favorisé, j'avais l'accès à la culture. Mais j'ai vu le système public fonctionner encore, c'était il y a 20 ans, en emmenant ces enfants au théâtre, en les détournant d'un échec scolaire qui aurait été peut-être leur destination première, par des bons profs, par des gens passionnés, et par des gens qui ne sont pas rétribués à leur juste valeur aujourd'hui. C'est des métiers très difficiles qu'au fond personne ne veut faire. Preuve en est, les gens ne viennent pas postuler parce que ce n'est pas assez bien payé, mais aussi parce que c'est des métiers durs. Et donc, il faut que ces services publics fonctionnent, justement pour ne pas rester dans cette idée que la culture n'est que accessible aux plus fortunés et que c'est qu'une fois que tu n'as plus de problème, tu vas au théâtre. Non, tu règles des problèmes en allant au théâtre. Tu règles possiblement des problèmes en allant à l'opéra, ou en tout cas, à minima, en lisant des livres, en faisant lire des livres à tes enfants. Là, tu commences à régler des problèmes. Voilà, depuis Victor Hugo, hein, vous ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. On est complètement là-dedans. Et le service public, dans une société avec beaucoup de déterminisme, c'est-à-dire tu nais à tel endroit, tu risques d'y rester, que ce soit d'un côté ou de l'autre, le service public doit venir faire le lien un peu entre les 2 extrêmes un peu, et rebattre les cartes un petit peu. On arrive au terme de notre conversation. Il me reste très peu de temps et du coup on va faire des questions un peu ping-pong. Ouais. Alors, j'ai vu que vous étiez daltonien. Oui. Voilà. Ça impacte votre métier ou pas du tout? Non, je vois pas bien les marrons, les rouges, je les confonds tous, les verts aussi. Mais ça vous empêche pas de... Quand j'étais petit, ça n'a jamais vraiment impacté. À part que je voulais être pilote d'avion et on m'a dit si t'es daltonien, c'est mort. D'accord. Puis j'étais nul en maths et myope aussi, donc ça faisait beaucoup de toutes les façons. Mais non, ça m'a jamais impacté, ça m'a jamais dérangé non plus. J'ai lu, alors je sais pas si c'est encore le cas, que vous lisiez en fait tout le scénario, mais que vous reteniez en fait même les scènes qui sont pas directement votre personnage. Dans quelle mesure vous connaissez tout le scénario d'un film? Par déformation professionnelle, comme j'ai commencé sur les planches et au théâtre, généralement je connais bien le scénario. Effectivement, je l'ai traversé. J'aime bien me dire, je vais pouvoir traverser le script comme une pièce de théâtre. Si demain le réal il disait bon allez on tourne tout du début à la fin, ce qui n'arrive jamais, et en plus on tourne dans le désordre en vrai. Ouais. J'aimerais bien pouvoir me dire ouais je crois que je suis capable de le faire. Je connais déjà toutes les scènes en dialogue, mais aussi je pourrais le traverser voilà, comme une tragédie ou une comédie de Molière ou j'en sais rien quoi. Autre question, figurez-vous que j'ai eu l'occasion d'interviewer Christian Clavier. Ouais. Il vous adore. Ah ouais Christian... Ah mais je crois que j'ai vu, quelqu'un m'a envoyé ça. L'idée, il est très très bon en comédie. Donc lui, je pense que ça serait tout à fait intéressant. J'avais vu sa série avec le metteur en scène qui est dépassé là, Fiasco. Alors il y a eu Fiasco, il y a casting. C'est à rouler. Ouais. C'est très bon. Pierre Ninet et Christian Clavier dans un film, c'est vrai que ça serait... Lui, il est à pleurer de rire. Il a beaucoup de... Je dis pas que les autres n'ont pas de talent, mais il y en a certains. Si vous voulez, les gens qui sont très très branchés sur leur narcissisme, c'est très compliqué pour eux la comédie. Delon m'a jamais fait beaucoup rire, pour être honnête. Je me suis dit, ça serait super de vous voir avec Christian Clavier. Et en même temps, c'est pas trop le même style. Lui, c'est très les comédies françaises avec le label Christian Clavier, quoi. Mm-hmm. Pas forcément votre esprit, mais c'est le genre de choses qui vous amuserait de tourner avec Christian Clavier? J'ai des souvenirs impérissable en tant que cinéphile, évidemment. Christian Clavier, avec la troupe du Splendide, Père Noël est une ordure et tout, j'en passe, c'est des meilleurs. Les visiteurs, vraiment, ça pourrait être remboursé par la Sécu. Tous les films de Jean-Marie Poiret. Et Les visiteurs, je crois vraiment que c'est un chef-d'œuvre. Ah ouais? En termes de comédie, ouais, je crois. Vous joueriez quel rôle? Je jouerais absolument aucun rôle, justement, faut le faire, mais faut pas le faire, quoi. C'est trop brûlant, faut pas y toucher. Ado, vous jouiez à Diablo, World of Warcraft. Ouais. Est-ce que ça vous dirait de faire un personnage de jeu vidéo? La voix, du coup, ou comment? Ouais, maintenant ils font aussi le rôle, quoi. Ouais, carrément. Il y a des jeux vidéo incroyables maintenant avec des mecs qui bossent en décor, en lumière et tout. C'est ahurissant. Donc ouais, carrément. Ouais. Mais c'est pas un truc qui vous... Si, j'adore le jeu vidéo. Je joue pas mal. Hein. Je joue à Call of. J'ai arrêté Warcraft un peu parce que c'était chronophage quand même. Mais non, j'adore le jeu vidéo. Je trouve que c'est un art à part entière. Il y a Netflix qui va faire un remake américain de Boîte Noire. Et je me suis posé la question, si vous pouvez faire un remake d'un film américain, c'est quoi le premier truc qui vous vient? Quel rôle vous reprendriez? Ah, c'est une bonne question ça. Je pense que Bienvenue à Gattaca, c'est trop tôt, mais c'est un film extraordinaire. Je pense qu'il est en train de résonner très fort. Andrew Niccol à la réalisation, incroyable. Extraordinaire. Qui avait fait le scénario de Truman Show. Ouais. Voilà. Le mec est quand même sacrément visionnaire. Incroyable.
incroyable. La qualité artistique de ce mec-là est folle et effectivement la vision. Et du coup, j'embraye sur Jim Carrey puisqu'on est voilà. J'irais peut-être chercher un menteur ou un truc comme ça. Mais en vrai, je me permettrai jamais de le faire. C'est dans l'absolu. C'est marrant, ouais. Refaire un The Mask ou un menteur, ça va être extraordinaire. Mais j'oserais jamais aller sur un remake de ça. Donc c'est peut-être pas la bonne réponse. Ouais, Jim Carrey, c'est une référence que vous citez. Enfin, vous aimez bien Jim Carrey. Et vous avez vu Jim et Andy sur Netflix. Bien là, sûr, ouais. En fait, il était donc. C'est le making of de Man on the Moon de Milos Forman où en gros, on voit qu'il pète un peu les plombs dans son rôle. Enfin, on sait pas s'il pète les plombs. En tout cas, il est extrême, quoi. On ne sait pas s'il fait le show parce qu'il sait qu'il y a un documentaire, ou s'il fait le show pour rester dans son rôle en mode justement acteur studio dont on se parlait, ou s'il a vraiment pété un plomb. Et c'est ce qui est génial et je pense que ça colle tellement au sujet du film qui est Andy Kaufman qui lui-même poussait les blagues tellement loin qu'on ne savait plus jamais quand c'était une blague ou pas. Ça me passionne ça. Vous avez eu plein de migraines sur Boîte Noire, comme quoi on parlait du corps, le corps se venge quand même. C'est-à-dire qu'à travailler sur son corps pour être un acteur, à un moment donné, peut-être le corps se ramène à la réalité, je sais pas. Ouais. Ça se passait comment ? Moi, je pense que j'ai somatisé plein de trucs pendant ces 10-15 ans de carrière et je ne voulais pas voir que c'était lié à l'épreuve d'un film. Alors, épreuve à prendre avec des pincettes, c'est un métier génial, je suis passionné, j'adore ça, j'ai beaucoup de chance. Mais néanmoins, quand tu te jettes à corps perdu, et c'est tout le mal que je me souhaite, de mettre toujours un bout de mon âme dans chaque film, parfois, effectivement, parfois il y a une addition quand même physique, quoi. Mais sur Boîte Noire, c'est vrai que j'avais des migraines derrière les yeux très fortes, et ça a duré un peu les semaines après aussi. Et j'ai mis du temps à connecter, à me dire, attends, c'est un film hyper paranoïaque où t'es complètement esselé, t'es tout seul devant des écrans à regarder des bandes de boîtes noires d'avion. Et j'ai mis du temps à connecter le truc et à me dire, en fait, c'est ça. Et puis ça s'est arrêté 2 semaines après le film, ça s'est arrêté comme c'était venu. Et en fait, sur plusieurs films, j'ai eu des trucs comme ça et des signaux, et je pense que c'était des signaux faibles que je voulais pas vraiment lire. Maintenant, je pense en vieillissant, j'arrive à peut-être me faire un peu moins de mal, mais surtout à lire un peu mieux ce qui se passe. J'ai vu que vous visiez à la campagne, alors que vous avez vécu 25 ans à Paris. Le fait d'être en dehors des grandes villes, pourquoi ? Moi, c'est vrai que j'ai grandi à Paris. Toute ma famille s'est un peu exilée de la ville au fur et à mesure. Et puis moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai tout... Donc j'imagine que c'est peut-être dans notre ADN, je sais pas. Moi, je reviens de... Mes arrière-grands-parents étaient des paysans, donc je ne sais pas si c'est un truc, une prédétermination ou quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours, depuis que je suis petit, je rêvais d'un endroit avec des chiens, avec de la place. Je crois que vos parents voulaient pas d'animaux parce qu'ils avaient peur que quand ils meurent, ça vous fasse de la peine. Oui. Je me suis bien mis dans la merde par rapport à ça. Ouais, vous en avez pas mal, hein. Des ânes. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le jour où tu signes un contrat pour une des plus grandes tristesses de ta vie, quoi. Quand tu prends un chien ou un chat, faut bien en être conscient, les gars. Mais aussi beaucoup de bonheur, évidemment. Et puis un sens du présent avec les animaux qui est incomparable. Mais je sais pas, j'ai été attiré, aspiré par l'idée de ne pas vivre en ville et je pourrais vraiment pas revenir en ville. J'aime trop le calme, j'aime trop l'idée de pouvoir passer 3 jours chez moi sans croiser personne alors que je me balade à côté en forêt et tout. J'aime ça, et puis la France, c'est sublime. J'aimerais habiter 8 régions de France en même temps, tellement je trouve ce pays incroyable. Et différent, en fait, très très varié, quoi. Et c'est ma dernière question. Effectivement, donc la campagne en France, mais souvent on vous parle d'Hollywood, tout ça. Tourner aux États-Unis, c'est un truc, c'est pour l'expérience peut-être, je sais pas. C'est un truc qui vous tente ? Je suis totalement curieux parce que j'ai déjà fait un film en anglais avec Antonio Banderas, mais c'était européanisé parce que c'était tourné en Espagne avec un réal anglais. C'est quel film ? Ça s'appelait Altamira. Okay. Et c'était réalisé par Hugh Hudson qui avait fait Les Chariots de Feu, un film qui avait gagné plusieurs Oscars, je crois. Mais voilà, c'était une super expérience. Mais bien sûr que j'aimerais. Il y a des artistes que j'admire, comme tout le monde, des artistes américains, anglais et tout, que j'adore. J'adore cette langue que je trouve extrêmement ludique pour jouer. Maintenant, j'ai déchanté sur les États-Unis. Quand j'étais petit, j'avais des posters d'Américains dans ma chambre. Et maintenant, moi je suis admiratif des Français et je trouve que, sans faire du patriotisme à la con, il y a des artistes extraordinaires partout et les Américains ont une culture du cinéma extraordinaire. Mais néanmoins, je reviens à ce que je disais, j'aimerais que parfois on soit... Gourou, ça parle de l'admiration et de l'adulation. Il y a une frontière entre, en fait. Moi j'aime admirer, je pense que c'est important pour se construire. L'adulation, c'est quand tu n'as plus vraiment de sens critique face à quelqu'un. C'est ce qui se passe dans Gourou avec certains de ses adeptes. J'en dis pas trop, mais voilà, c'est dans le film.
Et pour rester dans cette admiration-là, je trouve qu'on adule beaucoup les Américains, alors qu'on pourrait admirer les Français. On pourrait remettre un peu d'équilibre là-dedans. On a des artistes de malades, j'en parlais tout à l'heure, Justine Triet, Audiard, je pense à Assayas, il y a Bertrand Bonello qui va tourner un film avec Marc Ruffalo qui voulait tourner avec lui qui vient là. Bon là, il y en a 1000 que je cite pas évidemment, les acteurs, je pense à Amalric. Comment tu veux jouer comme Amalric? Personne joue comme Amalric, il n'y a que Amalric qui joue comme lui. Il a fait plusieurs films américains. Bien sûr, mais ils sont allés le chercher, mais ils sont pas fous. Donc parfois j'aimerais remettre juste ça, me dire on pourrait remettre une petite dose d'admiration, être un peu moins en fangirl, fanboy quand les Américains débarquent, même si on les adore et on adore qu'ils viennent chez nous, et redonner un petit peu de ça peut-être à nos artistes ici en France, pas que les acteurs, tous les artistes en fait. Ben merci. Merci beaucoup. Merci. Oscar et c'est David à l'image. Voilà. David à l'idée, normalement. Ok, merci.